Vous êtes branché sur le tribunal de l'actualité, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité et des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Et pour aujourd'hui, nous parlons de l'effort de guerre demandé notamment aux fonctionnaires et du regard de l'unité d'action syndicale UAS sur la situation nationale. Le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, Moussa Diallo, représente l'UAS à la barre des convoqués pour cette audience. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Merci d'honorer notre convocation. Je vous en prie, c'est moi qui dois vous remercier. En face de vous, deux des juges du tribunal de l'actualité siègent à cette 5e audience de la semaine. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président Tomondi. Bonjour juge Ouedraogo. Bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour. Juge Vara, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à Arbinda, bonjour à Gaskende et partout où vous nous suivez sur la TNT nationale et sur la chaîne 254 des bouquets Canal+. Vous nous regardez et nous suivez également sur nos plateformes numériques. Le tribunal de l'actualité, acte 5 de cette 51e semaine de l'année 2022 finissante, c'est maintenant avec, pour commencer, les avant-propos des juges. Séquence avant-propos des juges, séquence prisée par les juges et également par vous autres auditeurs et téléspectateurs. On commence par Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner une rencontre. C'est celle des collectivités des pays de l'UMOA. C'était le 21 décembre. Et en toile de fond, c'est le fonds du souverain qatari qui a été mis à disposition pour les collectivités territoriales de la zone UMOA. Donc, il s'agissait de discuter de cela. Et il faut rappeler qu'il y avait une première rencontre avec l'ambassadeur du Qatar à Abidjan, donc pour s'accorder sur les modalités de financement et tout. Moi, je trouve que c'est très intéressant, mais lorsqu'on parle de notre espace, moi, il y a toujours une réalité qui, moi, me peine. C'est la fermeture des frontières, et nous, ça l'a dit plusieurs fois ici, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire que les raisons premières avancées ne tiennent plus. Mais on est là, on fait même le TAC, traité d'amitié et de coopération. On célèbre l'amitié et la coopération. On a toujours des espaces de rencontres avec toujours une dynamique de projection. Mais qu'est-ce qui explique qu'on ait cette fermeture-là et qui oblige tant les Ivoiriens que les Burkinabés à devenir des voyageurs clandestins dans leur majorité? Parce qu'il y a un flux entre les deux pays qui n'ont pas pu couper. Et ça, c'est une réalité. Mais tout le monde est obligé d'arriver à la dernière ville, soit au Burkina ou en Côte d'Ivoire, souffrir le chemin dans la brousse, avec des tricycles, et à ce qui se raconte même, de part et d'autre, les agents même de force de l'ordre sont devenus des businessmen dans le passage de comment on appelle ça, de population et même de marchandises de façon clandestine, parce que chacun même dans la zone, y compris, j'ai dit encore les forces de l'ordre, se sont permis de payer des tricycles et tout. Est-ce que ça c'est normal? Ça veut dire que si il y avait fermeture et que les personnes ne passaient, on pouvait comprendre. Mais on oblige une bonne masse et un flux important à être clandestin. Alors que tout ce qui échappe au contrôle ne peut être que dangereux. Même si c'est pour des questions de sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a un dessin noir, que ce soit pour la Côte d'Ivoire venue du Burkina ou même du Burkina venu de la Côte d'Ivoire, c'est encore même plus tranquille pour lui, puisque le moyen le plus facile et le plus connu et même le plus accepté, qui est devenu logique et naturel, c'est la clandestinité. Moi, je ne sais pas à quoi cela répond, et qu'on ait des rencontres encore d'espace communautaire et qu'on ne mette pas une réalité comme ça sur la table. Je pense qu'il y a soit on manque de sincérité ou bien on ne veut pas se dire certaines vérités. Et puis, s'il y a encore ce traité d'amitié et de coopération là qui existe, je crois que c'est des questions primordiales qui devraient être mises sur la table, sinon ça ne rien comprendre.
C'est vraiment à ne rien comprendre. Tous les pays de l'espace ont ouvert leurs frontières après un certain temps. Les frontières avaient été fermées en raison de la Covid-19. Eh bien, on attend toujours cette ouverture de frontières au niveau de la Côte d'Ivoire. Juge Inoussa Ouedraogo, votre avant-propos du jour. Merci, Président. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vais souhaiter un bon vendredi à tous les musulmans du monde et du Burkina. Dimanche également, nous célébrons la Noël. Et donc, bonne fête à tous les chrétiens du monde et du Burkina. Et c'est des moments d'intense prière. On souhaite qu'ils continuent de prier pour notre pays, et qui va très mal. Et souhaiter surtout que les leaders religieux profitent de ces occasions-là pour passer un message à tous les croyants. Parce que en ce moment, comme je l'ai dit, nous traversons une situation difficile, mais surtout nous assistons à une montée en puissance d'un sentiment de haine. L'amour semble avoir fui beaucoup de cœurs. Et les messages qu'on diffuse souvent sur nos différentes plateformes, à travers non seulement les émissions interactives, mais aussi et surtout à travers les réseaux sociaux, font peur. On a assisté aux attaques qu'a subi le journaliste Newton Ahmed Bari et d'autres citoyens, mais on a surtout vu ces derniers jours des messages à l'endroit également, ou disons à l'encontre de Ablassé Ouedraogo, qui est un chef de parti, qui a posé donc avec l'ambassadeur de France au détour d'une cérémonie. Et après, on a vu donc des Burkinabés indiquer qu'il était indigne d'être Burkinabé et qu'il fallait attenter à sa vie parce qu'on le considère comme un traître. Donc j'interpelle vraiment les autorités religieuses tout en leur souhaitant bonne fête, tout en souhaitant bon vendredi à tous les musulmans sur la nécessité de passer des messages de paix et d'amour. Ce sont eux les légitimités sociales, ajoutées donc à d'autres légitimités, et ensemble nous devons donner de la voix, parce que ce n'est pas ça le Burkina. Notre pays mérite mieux que ça. Pendant longtemps nous avons vécu en symbiose interreligieuse, on a accepté les uns et les autres avec leurs différences. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que pour le fait d'appartenir à telle ou telle religion, à telle ou telle communauté, qu'on subisse la furie d'autres Burkinabés, au nom de quoi je ne sais pas. Non, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de tranquillité. Quand la pluie vous bat, vous ne devez pas vous battre entre vous, et nous devons donc nous donner la main entre Burkinabés et comprendre que l'ennemi est ailleurs. Ce n'est pas le Peul, ce n'est pas le musulman, ce n'est pas le chrétien. Ce n'est pas le Peul, ce n'est pas le musulman, ce n'est pas le chrétien, et quand la pluie vous bat, vous ne devez pas continuer de vous battre entre vous. Retrouvons ce vivre ensemble et avançons dans la lutte contre notre ennemi commun. C'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité, prélude de cette audience, une audience consacrée au regard de l'unité d'action syndicale sur la situation nationale et notamment sur l'effort de guerre demandé aux fonctionnaires. Nous en parlons avec Moussa Diallo, il est secrétaire général de la CGTB, mais il représente sur ce plateau, à la barre des convoqués, il représente l'UAS, l'unité d'action syndicale. Lançons peut-être le débat avec des questions de généralité. Geoffroy Vara. Oui, merci Président. L'UAS, l'Union d'action syndicale, si ma mémoire est bonne, mais je pense que j'ai retrouvé l'élément ici, c'est que c'était je pense c'était une conférence de presse. Il y avait donc l'UAS qui donc dénonçait, c'était un mercredi, lors de son point de presse, le maintien des accords de coopération avec la France. Je pense que c'était en juillet, c'était le mois de juillet. Vous dénonciez cela. Aujourd'hui, ça c'était sous le MPSR 1. Aujourd'hui, on est au MPSR 2 avec ces réalités, avec la rectification voulue, puisqu'ils ont dit que Damiba avait dévié. Donc, nous estimons qu'ils sont des rectifications. Est-ce que vos revendications continuent de tenir? Est-ce que vous avez une autre lecture de la direction qui est en train d'être prise, ou bien pour vous, vos convictions et vos attentes sur la même question demeurent? Merci. Je parle de nous donner la parole.
Je voudrais préciser que ce que nous dénonçons, ce sont les accords secrets léonais. Ok. Pour nous, ça a un sens. Quand on dit secret, il y a des accords qui ont été passés à l'insu du peuple. Notre Assemblée nationale n'a même pas été consultée. Lyonnais, parce que tout simplement, dans ces accords-là, la France taille la part du lion. Et pour le dire autrement, ce sont des accords qui aliènent la souveraineté de notre pays. Ce sont ces accords-là que nous dénonçons et nous continuons à les dénoncer. Vous faites bien de le dire, mais très souvent quand on en parle, la première question qu'on se pose, c'est de quel accord il s'agit. Parce que là-dessus, on cherche à avoir des contenus et même savoir si ça existe. Parce que quand vous interviewez certaines autorités, elles disent non, c'est une vue de l'esprit, arrêtez. Est-ce que vous avez des éléments? Oui, les accords militaires, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je crois que c'est ici même que l'ambassadeur de la France a mené des débats avec des jeunes de l'ODG de la CITB. Il a reconnu qu'il y avait des accords militaires. Et ces accords-là disent des choses qui font froid au dos. L'armée française est ici d'abord pour protéger les intérêts de la France. C'est dit. Ensuite, quand ces troupes-là sortent sur le terrain, aucune autorité militaire burkinabé ne peut les arrêter et les contrôler. Quand vous voyez leurs véhicules circuler, même si vous soupçonnez qu'il y a des choses dedans, vous ne pouvez pas les arrêter et contrôler. Ces accords disent aussi que quand un militaire français commet une bavure au Burkina Faso, si on veut le poursuivre, l'État burkinabé doit se porter garant. Quand il est condamné, au lieu que ce soit la France qui paie, le Burkina doit solidairement payer pour les frais que la France doit payer. Ce n'est qu'un exemple. Donc ce ne sont pas des accords si secrets que ça finalement, en tout cas pour vous. Mais bien sûr, secret parce qu'on n'a pas dit au peuple qu'on a signé ces accords. On n'a pas consulté notre Assemblée nationale pour dire quel était leur avis sur ces accords. Mieux, pour ce qui est des textes officiels du Burkina Faso, vous savez qu'on les publie dans le journal officiel. Il y a le devoir de publicité sur ces genres d'accords. Si on avait mis ça à la disposition de tous les Burkinabés, ça allait être quelque chose de public. Mais tant que ça reste entre les autorités qui les ont signés et la France, pour nous, ça reste secret. Ça reste donc secret. Vous savez dans vous? Il est surtout surprenant de voir aussi que les députés qui sont interpellés tout le temps ne réagissent pas. Est-ce que vous les avez souvent interpellés sur le fait que justement ils doivent chercher à comprendre ce qui se passe? Quelqu'un l'a dit tout de suite, je crois que c'est Vara qui le disait, le juge Vara qui le disait. Les gens nient. Ils nous disent qu'il n'y en a pas. Or, comme je vous l'ai dit, nous avons eu la chance de voir ces documents-là et de les exploiter. Et il y a eu un débat sur ce plateau avec l'ancien ambassadeur de la France ici et qui a reconnu que ces accords existaient. Alors, je veux que vous puissiez nous dire dans quel état se trouve aujourd'hui le Burkina d'après vous. Est-ce que c'est un pays en guerre? Est-ce que c'est simplement un pays en crise institutionnelle? Ou comment on caractérise la situation actuelle du Burkina? Au niveau de l'unité d'action syndicale, nous avons qualifié la guerre que le Burkina vit comme une guerre civile et réactionnaire. C'est-à-dire? Civile parce que ce sont des civils qui ont pris les armes. Nous n'avons pas affaire à une guerre entre deux armées de deux pays différents. C'est ça le caractère civil de la guerre. Ensuite, c'est réactionnaire parce que les revendications de ceux qui ont pris les armes, ce n'est pas pour faire progresser le pays. Au contraire, il y a des revendications qui veulent faire reculer le caractère républicain de l'État. Donc c'est pour ça que nous disons aussi que cette guerre est réactionnaire. Ne vise pas à faire progresser, à faire avancer le Burkina Faso. Okay.
Cette guerre est réactionnaire, on nous dit notre convoqué. Il s'appelle Moussa Diallo, il est secrétaire général de la CGTB. La CGTB, c'est la Confédération Générale du Travail du Burkina. Et il représente sur ce plateau donc l'UAS, l'Unité d'Action Syndicale. C'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine donc. Et nous évoquons donc cette question de prélèvement de 1% sur les salaires nets des travailleurs du public. C'est dans l'effort de guerre annoncé par le chef de l'État lui-même lors d'une rencontre avec les organisations de la société civile le 9 décembre dernier. Geoffroy Bara. Oui, et je pense que la rencontre qu'il y a eu, elle devrait être chapeautée d'abord par le Premier ministre. Et ce qui s'est passé, c'est le chef lui-même qui était là, le président, accompagné de 6 ministres. Voilà. Dites-nous comment les discussions ont eu lieu, comment les choses vous ont été présentées, quelle a été l'atmosphère avant de venir à vos décisions. Ok, merci beaucoup. Je voudrais revenir justement sur la procédure d'invitation de l'UAS à cette rencontre-là avec le président de la transition, chef de l'État. C'est le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale qui a écrit au président des mois des centrales syndicales, porte-parole de l'unité d'action syndicale, pour lui dire que le Premier ministre souhaite nous rencontrer. Et l'objet, c'était prise de contact et information. Alors, à notre grande surprise, la veille, on nous informe au téléphone, et une fois de plus, c'est le DIRCAB du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale qui dit que ce n'est plus le Premier ministre qui va nous rencontrer, mais c'est le président de la transition, chef de l'État lui-même. Alors nous avions quand même des réserves sur la démarche, mais nous avons dit que nous allons partir et nous pourrions faire l'observation par la suite. Et parce que nous avons eu comme sentiment qu'on voulait ruser avec nous. On ne peut pas nous annoncer que c'est le Premier ministre qui vient nous rencontrer et puis subitement, au téléphone, c'est le président qui nous rencontre. Alors, quand nous sommes arrivés, effectivement, les échanges qui ont eu lieu, c'était juste de nous annoncer des mesures, comme l'objet même le disait. Information. Donc, on nous a d'abord présenté la situation sécuritaire du pays et après, on nous a annoncé les mesures que le gouvernement envisageait prendre. Alors, c'est plus tard, lors d'une conférence de presse, que nous avons compris que ce qui était présenté comme des informations étaient des propositions, puisque c'est le ministre de l'économie qui l'a dit à un point de presse que c'était des propositions qui ont été faites. Donc, c'est dans cet esprit que nous avons dit que si ce sont des propositions, alors il sied que nous puissions opiner. Et d'ailleurs, quand nous avons pris la parole après les informations données par le président de la transition, chef de l'État, nous lui avons dit qu'au niveau de l'unité d'action syndicale, nous n'avons pas l'habitude de nous prononcer séance tenante. Cela est lié à la nature même de l'organisation. L'unité d'action syndicale, ce sont des centrales syndicales, c'est aussi des syndicats autonomes. Il sied qu'il y ait des discussions à notre sein pour dégager une position consensuelle. Et c'est ce que nous avons d'abord fait. Donc nous avons annoncé à son Excellence le président de la transition, chef de l'État, que nous allons nous retirer, nous consulter et lui revenir par écrit. Oui, je vois. Mais moi, quand j'écoute, vous dites, vous avez l'impression d'avoir été, comme s'il y avait une volonté de vous flouer, oui. Parce que vous devriez être reçu par, au préalable c'était le Premier ministre, et maintenant c'est le président. Mais vous deviez plutôt, je ne sais pas, j'emploie le mot comme ça vient, vous devriez plutôt être flatté. C'est-à-dire que si vous deviez être reçu d'abord par le président, puis après on vous dit que c'est le Premier ministre, ou bien c'est un ministre, ou bien c'est un ministre délégué, bon, je peux comprendre la déception. Mais on vous dit vous allez être reçu, c'est un Premier ministre qui va vous recevoir, et puis après c'est le président lui-même. Vous dites on veut vous flouer. Est-ce que c'est pas un peu Je crois que nous sommes au niveau institutionnel et au plus haut niveau.
Quand le président du FASO ou président de la transition, chef de l'État, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler, je pèse mes mots, donc s'il veut rencontrer l'unité d'action syndicale, il fait comme d'habitude. Il nous invite et puis on parle. On ne comprend pas comment. On peut dire que c'est le Premier ministre qui veut nous rencontrer et sans autre forme. On nous dit par téléphone que c'est plutôt le président, ce n'est plus le Premier ministre. Nous, ce que nous voulons dire par là, c'est que si le chef de l'État veut rencontrer tout Burkinabé, il peut l'inviter et puis le rencontrer. L'unité d'action syndicale est une structure qui n'a jamais refusé de rencontrer une autorité. Et mieux, vous les journalistes, à cette rencontre-là, on vous a dit que vous ne pouvez pas avoir accès à la salle. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons eu le sentiment qu'on a voulu ruser avec nous. Nous sommes rentrés, on a échangé avec le chef de l'État. Plutôt, il nous a donné des informations et nous, on a dit qu'on lui reviendra. Mais ce qui est sorti par la suite dans la presse, vous avez suivi? C'est la présidence qui traite l'information, qui envoie à la presse pour diffusion. Ça c'est un débat qu'on a mené ici, mais ça c'est un autre débat. Oui, mais je l'ai dit, ça fait partie de ce que j'appelle la ruse. Oui, mais en même temps, bon, quand il s'agit de vos discussions sur les revendications et autres, quand vous discutez, nous souvent on n'est pas invités, on ne rentre pas là-bas. Et puis quand vous obtenez des choses, des fois même vous venez, quand on demande de faire le point, nous-mêmes journalistes, quand on revient, on ne sait même pas comment on va traiter ça. Puisque le point même, c'est après qu'on a appris le vrai point pour dire qu'ils ont obtenu ceci, ils ont obtenu cela. Pour dire quoi? Il y a des moments quand les discussions se font et qu'on nous met à l'écart, ce n'est pas un problème pour nous maintenant, parce qu'on sait que des fois il y a des discussions à huis clos. Mais je reviens encore sur la même question. Oui, permettez-moi de réagir sur ce que vous dites parce que c'est important de mon point de vue. D'accord. Une chose est de dire qu'on discute à huis clos, l'autre est de prendre les mesures pour que sa presse à soi traite l'information dans le sens qu'on souhaite. Ok. C'est de ça qu'on dénonce. D'accord, je comprends mieux maintenant. Mais je dis, en la matière, peut-être que vous ne dites pas tout, je ne sais pas, mais en quoi est-ce que le fait de ne pas être reçu en définitive par le Premier ministre, mais par le Président, soit quelque chose de fourbe? Ou bien vous pensez que le président est là, ça devient une pression supplémentaire, ou bien il y avait une volonté derrière de faire passer en force quelque chose, je ne sais pas. Ce que veut dire le juge, c'est que quand même vous avez été reçu par l'échelon supérieur. Voilà, vous devez être plutôt content. Pour nous, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses. Nous disons, si quelqu'un veut nous voir, qu'il dise qu'il veut nous voir. D'accord. Qu'on ne dise pas que c'est le Premier ministre. Ensuite, ce n'est plus le Premier ministre, c'est le président de la transition, chef de l'État. Le Premier ministre a dû être empêché à un moment donné. Mais ça peut se reporter une rencontre. D'accord. Alors, on va passer la parole à Youssou Ouedraogo. Oui, merci. Venons-en au fait, justement. C'est ça, justement. Au cours de cette rencontre, donc, on vous a donné un certain nombre d'informations, notamment sur l'effort de guerre, et on vous a demandé, à votre niveau, de contribuer. Comment vous avez accueilli cette information d'abord, et ensuite, pourquoi vous avez rejeté cet appel à l'effort de guerre? Merci. Je voudrais être très sincère. Quand nous avons fait le point au niveau des responsables de l'unité d'action syndicale, effectivement, nous avons été surpris par ces propositions-là. Pourquoi? Parce que pour nous, on a suffisamment donné des éléments au gouvernement qui permettent aujourd'hui de faire la guerre sans solliciter un effort de guerre particulier aux couches populaires. Je reviendrai dessus plus en détail. Vous vous souviendrez que quand le MPSR est venu au pouvoir, on a augmenté les prix des hydrocarbures de 100 francs. Du coup, tout le monde sait en économie que c'est un produit sensible. Parce que quand vous augmentez à ce niveau-là, il y a des répercussions presque systématiques sur les prix des autres produits. Nous avons tenu compte du contexte. Il n'y a pas eu tout de suite des manifestations pour protester. Ensuite, on a augmenté de 30 francs. Nous avons suivi. Nous avons dit, la situation est difficile, il faut en tenir compte.
Jusque-là, nous avons le sentiment que le fait de ne pas réagir de façon vigoureuse signifierait que nous ne pouvons pas le faire. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est justement l'esprit patriotique qui nous anime, qui nous amène à dire que quand la situation est difficile, il y a des choses que l'on peut accepter. Alors, depuis lors jusqu'à maintenant, si vous lisez la presse, tout le monde dit que l'inflation au Burkina Faso est la plus élevée de la sous-région. On avait même atteint 18%. Dans ce contexte difficile, où les travailleurs se cherchent, je ne parle pas seulement des travailleurs du public, parce que ça concerne aussi le public et le privé. Vous savez très bien que le SMIC légal, ce qui est encore dans le décret, c'est 30 684 francs. Regardez le coût de la vie aujourd'hui et ces salaires de misère, et on laisse l'argent où il se trouve et où on peut l'avoir facilement, et on s'acharne sur les pauvres travailleurs. C'est pour ça que nous avons dit que l'effort de guerre, nous l'avons déjà consenti suffisamment. Nous pouvons proposer des pistes au gouvernement, et si vous voulez, on reviendra dessus. L'une des pistes indiscutables, ce sont les restes à recouvrer. Les restes à recouvrer, oui. Aujourd'hui, après un travail au sein du ministère, les restes à recouvrer étaient à plus de 1000 milliards. Le ministère, en 2022 même, a convoqué une réunion pour dire qu'il y a des restes à recouvrer qui sont difficiles à recouvrer. Alors, il faut qu'on les fasse passer des actifs de l'État au passif. Je vais le dire plus simplement. On a décidé de dire à ceux qui doivent à l'État que c'est bon, ils ne peuvent pas payer. Et c'est qui, ces gens-là? Ce sont des entreprises. Ce sont des anciens ministres, des anciens députés, des anciens DG qui ont pris de l'argent dans le trésor public comme prêt pour s'acheter des véhicules personnels sans intérêt. Et aujourd'hui, on vient nous dire qu'ils ne peuvent pas payer. Et vous affirmez qu'il y a 200 milliards de francs. Plus de 200 milliards qu'on a supprimé ainsi des créances de l'État, de ceux qui doivent à l'État. Vous voyez, vous remettez plus de 200 milliards, ce n'est qu'en juin passé, le 30 juin. Et nous sommes en décembre, on vient nous dire qu'on a besoin d'un effort de guerre qui s'élève à 80 milliards. Allez comprendre quelque chose. En plus, puisqu'on a dit que les 200 milliards étaient difficiles à recouvrer, qu'on se comprenne, même si pour nous ce n'est pas juste, mais et les 870 autres milliards là, ça aussi c'est difficile à recouvrer. Vous savez de quoi c'est composé ces 870 milliards? Vous allez nous le dire. Des impôts que les entreprises doivent, mais mieux, de l'UTS qu'on précompte sur votre salaire. Mais aussi de la TVA que vous payez quand vous allez dans les supermarchés. Des entreprises précomptent ça, ce n'est même pas leurs recettes. Ce sont des recettes directes de l'État. On ne reverse pas. On laisse ça et on dit à la population de faire effort de guerre. Moi, je voudrais quand même que notre patriotisme aille jusqu'au bout de la logique. Je serai à la place du président, je commencerai par là. Je demanderai aux techniciens qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans nos fonds en ce qui concerne les restes à recouvrer. Si on a des difficultés, on fait le point qu'on a des difficultés. Mais on fait un blackout dessus. On fait comme s'il n'y avait pas des sources de revenus pour le budget de l'État. Et on pense que c'est au niveau des travailleurs qu'il faut se rabattre, au niveau des populations qu'il faut se rabattre pour chercher l'argent. Je crois que ça, c'est un patriotisme à revoir. C'est un patriotisme à revoir, et ceux qui ne comprennent pas, qu'ils nous comprennent bien. S'il n'y avait pas l'argent, peut-être que les travailleurs pourraient même consentir jusqu'à 50%. Mais on ne peut pas laisser l'argent
avec ceux qui sont les plus riches et venir se rabattre sur ceux qui se cherchent. Voyez-vous, et je voudrais insister là-dessus. Le MPSR a dit, notamment le Premier ministre, dès qu'on l'a nommé, il a dit qu'il avait 3 axes principaux. La priorité des priorités, c'est la lutte contre l'insécurité. La deuxième priorité, c'est la bonne gouvernance. La troisième priorité, c'est la lutte contre la vie chère, l'amélioration des conditions de vie des populations. Est-ce que les mesures annoncées améliorent les conditions de vie des populations? Peut-être les mesures annoncées participent à la résolution du premier axe, du premier objectif, la lutte contre le terrorisme et contre la sécurité. Oui. Et il faut juste préciser à l'endroit de nos téléspectateurs et de nos auditeurs qu'en dehors du prélèvement de 1% sur les salaires nets des travailleurs du public et du privé, ce fonds qu'on appelle effort de guerre consiste aussi à taxer le prix des boissons, taxer le prix du giga de connexion, une taxe de 100 francs sur le paquet de cigarettes, une taxe de 100 francs par kilogramme pour les parfums et produits cosmétiques, et une affectation de certaines ressources spécifiques de l'État, une retenue de 5% sur les loyers des bâtiments loués par l'État, une retenue de 25% sur la subvention accordée aux partis politiques. Oui, Inoussa Ouedraogo. Oui, en plus de ce que notre convoqué a indiqué, ils ont indiqué également dans leur déclaration liminaire à la conférence de presse d'hier qu'il y a également des ressources dues par les sociétés minières, il y a les déficits de paiement par des sociétés de téléphonie, il y a donc le recouvrement de l'impôt sur les revenus fonciers, les nombreux dossiers de crimes économiques, etc. Tout ça, ce sont des niches que vous indiquez pour aller chercher l'argent. Oui. Mais que répondez-vous à ceux qui vous disent justement que c'est parce que nous avons un État encore existant qu'on est en train de sécuriser que nous sommes dans une situation où on peut recouvrer tous ces impôts et que l'effort de guerre pourrait effectivement permettre à l'État de rester debout et que si vous ne faites pas cet effort minimum d'accepter qu'on aille chercher l'argent où on peut le retrouver facilement entre guillemets, il se pourrait même qu'il n'y ait plus à un moment donné de salaire à payer aux travailleurs. Que répondez-vous à ceux donc qui avancent ce type d'argumentaire là? Je pense qu'ils ne comprennent pas. Nous ne sommes pas un État quand l'impunité règne en maître. Nous ne sommes pas un État quand la corruption est la chose la mieux partagée. Je dis, et je le répète, ce n'est pas nous qui le disons. Le président de la transition, chef de l'État, à sa prise de pouvoir, a dit ceci. Je déplore la bourgeoisie de la hiérarchie. Il a dit encore que ce qui lui pose problème, ce qui le révolte, l'indigne, c'est que la hiérarchie militaire est dans des bureaux à Ouagadougou, font des affaires et sont devenus des milliardaires. Mais quand on dit cela, en tant que chef de l'État, il nous revient juste une tâche. Notre affirmation nous donne une tâche. C'est de recouvrer ces milliards qui ont été volés. Une fois de plus, si on a dit qu'on a essayé de recouvrer, qu'on ne peut pas, et qu'on a fait le point, on peut comprendre. Mais on ne peut pas dire que des gens, à moins que ça ne soit pas la vérité, et je ne doute pas que ce soit la vérité, puisque c'est lui qui l'a dit, tant qu'il y a des chefs militaires qui sont devenus des milliardaires. Lui, il est le président de la transition, chef de l'État. Il ne peut pas retirer ses fonds, ses deniers détournés pour faire la guerre. Je ne sais pas en quoi c'est difficile de retirer ce que les gens ont pris indûment. C'est quand même pas facile de prendre ce que les gens ont pris, n'est-ce pas, Geoffroy? Oui, maintenant... ça peut prendre du temps, en fait. Quand on regarde aussi les arguments que vous opposez donc, pour pouvoir prise des décisions, il y a des niveaux. Il y a d'abord le fait que vous dites on peut aller chercher ailleurs, et ça on l'a compris tout à l'heure. Il y a aussi que vous dites qu'il y a aussi une réalité,
c'est qu'il y a l'opacité même de la gestion de l'armée qui fait que, bon, allez prendre pour venir mettre dans un truc qui n'est pas clair, vous avez un problème. Il y a cet argument. Il y a un autre argument. Vous dites, parce qu'on parle de 106 milliards déjà en besoin pour les VDP, vous dites, la formule même, vous n'y avez pas adhéré parce que vous pensez que ce n'est pas celle-là qui est la bonne. Donc, il y a plusieurs niveaux. Je veux que vous, pour ceux qui nous écoutent, on puisse avoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand vous parlez de ne pas faire l'effort, de ne pas vouloir faire l'effort parce que vous ne voyez pas bien dans la gestion de l'armée. Et puis, deuxièmement, pour la question des VDP, qui pour vous n'est pas forcément la solution. Merci de nous permettre d'expliciter certains propos que nous avons tenus effectivement lors de la conférence de presse. Pour ce qui est de la gestion financière de l'armée, vous vous souviendrez que Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État, en son temps, s'était indigné du fait que l'armée refuse catégoriquement qu'on audite sa gestion financière. Et nous, au niveau de l'UAS, nous inscrivons dans cette logique-là. Nous ne sommes pas contre l'armée, nous ne sommes pas contre les militaires. Et j'insiste sur un aspect important. Souvent, les gens oublient. C'est la division sociale du travail qui fait qu'il y en a qui sont militaires, gendarmes, policiers et j'en passe, enseignants, journalistes. Donc chacun, pour ce qu'il fait en tant que métier, profession, a sa place dans la société. Mais pour ce que nous avons comme gestion dans les États modernes, il est prévu que quand on vous donne de l'argent à dépenser, que l'on puisse contrôler si vous avez bien dépensé. Je voudrais revenir justement sur cette gestion-là. Et ce rapport du SUFWeb intitulé « Analyse budgétaire globale sur le domaine de la sécurité et défense ». Rapport final dit en substance ceci. De 2017 à 2022, le budget de l'État et de l'armée, de la sécurité et des renseignements, l'ANR, a augmenté d'au moins, pour ce qui est de la défense, 300%. La sécurité, 78%. Et l'ANR, plus de 500%. Mais l'analyse détaillée de l'exécution du budget montre qu'on a consacré plus de 50% de cet argent-là aux dépenses de fonctionnement de l'armée. Pendant qu'on disait qu'on n'avait pas du matériel de guerre. Et on a augmenté dans l'espoir de pouvoir acquérir du matériel. Mais ça a servi plutôt au fonctionnement. Est-ce qu'on peut comprendre ce que cela signifie? Pourquoi c'est le fonctionnement de l'armée? Parce que c'est à ce niveau-là que l'on ne peut pas contrôler. Donc, est-ce que les gens ont augmenté leur salaire, leur traitement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, quand on ajoute de l'argent, c'est le budget de fonctionnement c'est la ligne budgétaire de fonctionnement qui augmente plutôt que les investissements? Ça, c'est déjà un problème. Et le SUFWeb a qualifié cela de paradoxe. On augmente le budget de l'armée, l'investissement ne suit pas, les résultats sur le terrain en termes de lutte contre le terrorisme ne suivent pas. Est-ce qu'on doit continuer à demander l'effort de guerre si on n'a pas corrigé tout ça? Une fois de plus. Et permettez-moi de revenir sur un aspect important ici. Ce sont vos confrères qui ont fait des révélations. L'événement. Peut-être que j'ai fait de la publicité, mais permettez-moi, c'est bien dit, des soupçons de détournement de l'argent des VDP. Un capitaine empoche 400 millions. C'est vrai que l'état-major général a fait un communiqué pour dire que des investigations seront faites. Nous osons croire qu'il y aura des investigations faites. Mais on n'oublie pas le rapport sur le drame d'Inata. Qui connaît le contenu? Quel Burkinabé lambda connaît le contenu du rapport d'Inata? Et c'est ça qui nous amène justement à dire qu'il y a problème. Parce que pour pouvoir faire confiance à cette armée-là, il faudrait que l'impunité s'arrête, la corruption s'arrête.
Ensuite, vous avez le courrier confidentiel. C'est le numéro 289-290 du 15 novembre au 4 décembre 2022 qui dit Assemblée nationale, ces dossiers oubliés de la République. Si vous prenez ce qui est éloquent dedans, après l'insurrection populaire, il y a des ministres de la République qui ont été mis en accusation, qui devraient être jugés. Et il y a des dossiers de détournement des deniers publics. Je donne un exemple pratique. Parmi les dossiers là, il y a un ministre de la sécurité de ce pays qui avait payé des gilets pare-balles qui ne protègent pas. On a payé des armes qui ne tonnent pas, qu'on ne peut pas utiliser. Vous vous rappelez encore de l'hélicoptère civil qu'on a acheté pour venir monter des armes dessus. C'est tout ça là que nous appelons une gestion opaque de l'armée. Et tant qu'on ne corrige pas ça, il ne faut pas venir dire aux gens de mettre l'argent à la disposition de la même armée là pour combattre le terrorisme. Et il y a d'autres dossiers qui ont été montés concernant des anciens ministres. On devrait les mettre en accusation. Sous Salifou Diallo, Bala Sakandé, puis l'Assemblée législative de Tranchant, MPSR 1, MPSR 2 est là. C'est ça qu'on appelle les dossiers oubliés de la République. On refuse de mettre les anciens ministres en accusation. Et là encore, c'est de l'argent. Rappelez-vous du dossier Charbon Fin. Rappelez-vous de l'immeuble à Manga de l'ancien ministre de la Défense. Et j'en passe. Ça, ce sont des dossiers qui devraient être gérés pour rassurer les populations, les travailleurs, que leur argent va être bien géré. Le drame d'Inata, voyez-vous, ce qui est choquant là-dedans, on disait que les gens n'avaient pas à manger au front. L'événement numéro 482 du 25 novembre 2022 dit ceci. Un lieutenant venait à chaque fin de mois prendre 20 millions de francs CFA. Et c'est à Ecobank. Si vous lisez, c'est très compliqué. Le gars, il vient, il prend l'argent, il signe sur une décharge. Quand le moment est venu de demander c'est qui, le journaliste qui a fait l'investigation nous dit, au niveau de la banque, on dit non, si on le voit physiquement, on peut le reconnaître. Il signait là, c'est son nom, non? Parce qu'on peut signer une décharge sans mettre son nom. Au niveau de la gendarmerie, on refuse de dire c'est qui partait prendre l'argent. C'est ça que nous appelons gestion opaque de l'armée. Vous avez évoqué la gestion opaque. Une minute, on va quand même. Je reviens là-dessus parce que je voulais finir. Monsieur Diallo, on va quand même rappeler et préciser à nos auditeurs, ceux qui ne vous voient pas et qui nous écoutent à la radio, que nous recevons aujourd'hui Moussa Diallo. Il est le secrétaire général de la CGTB, mais il représente l'unité d'action syndicale sur ce plateau. La question du juge Vara avait deux pendants. Il y avait donc ce pendant, vous avez donné des exemples, mais il parlait également de votre posture vis-à-vis de la question des VDP. Oui, bon, je vais laisser le reste. Dans tous les cas, personnellement, j'ai recensé dans les journaux plus de 20 cas de corruption qui se chiffrent en centaines de millions et des milliards. Donc c'est ça que nous appelons la mauvaise gestion de l'armée et qui refuse justement qu'on puisse auditer pour situer les responsabilités. Et dans ce contexte-là, il est difficile de convaincre un Burkinabé de prendre son argent donné à cette armée-là. Et j'insiste là-dessus. Vous savez que ceux qui ont voulu instituer ce fonds, on dit quoi? Pour que ce soit crédible, il faut que les syndicats fassent partie d'un comité de gestion. La SELC, le RENLAC. Mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent rien. Le RENLAC, la SELC sont des structures de contrôle. L'unité d'action syndicale joue un rôle de veille citoyenne. Ils ne peuvent pas rentrer dans
un comité de gestion pour se rendre coupable des détournements qui pourraient se faire. Vous savez très bien comment les comités fonctionnent. Démocratiquement parlant, c'est à la majorité. Si on dit à la SELC de désigner un représentant, au RENLAC de désigner un représentant, et à l'unité d'action syndicale de désigner un représentant, si les membres du gouvernement sont 10, si on doit prendre des décisions démocratiquement, vous êtes d'office en minorité. Ça ne veut rien dire du tout. Ce qui va rassurer les gens, c'est si on met fin à l'impunité. Que ceux qui ont détourné et qui sont connus puissent répondre de leurs actes. C'est ça qui va rassurer les gens. Je ne suis pas sankariste, je n'ai pas un penchant particulier pour Sankara, mais sous le CNR, là, on a vu les tribunaux populaires. Ceux qui étaient soupçonnés même ont répondu. Venez-en maintenant, M. Diallo, à la question des VDP. Pour revenir à la question des VDP, au niveau de l'unité d'action syndicale, notre revendication était d'organiser, former et donner les moyens conséquents aux populations à la base pour pouvoir se défendre contre les attaques terroristes. Nous sommes partis de faits pratiques concrets sur le terrain. Dans le nord, on a vu le cas de Yoro, Lagui Yoro. Ils ont refusé de fuir la zone. Ils se sont organisés pour défendre leur village. Il s'agissait de leur donner les moyens pour pouvoir mener ce combat-là. Dans le Sahel, il y a des villages qui refusent de déguerpir. Ils veulent résister. À l'est, et j'en passe. Ces informations sur le terrain concrètement nous ont amenés à dire, mais nous devrions utiliser notre intelligence pour comprendre ce qui se passe et voir s'il n'y a pas eu des situations similaires qui nous permettraient de gérer notre situation en nous inspirant de ces cas historiques. Je prends le cas de l'Algérie. Dans les années 90, les attaques terroristes avaient lieu aussi en Algérie. Et c'était un fait anodin qui a permis à l'armée de comprendre qu'il faut donner les armes aux populations à la base. Parce que des terroristes qui se déplaçaient de village en village sont arrivés dans un village où il y avait des anciens combattants. Ils ont utilisé leurs fusils de chasse. Ils ont mis en déroute les terroristes. Mais l'armée algérienne s'est dit, mais moi j'utilise tous les moyens coûteux. Je n'arrive pas à les vaincre. Mais des fusils de chasse permettent de les mettre en déroute. Pourquoi ne pas donner les moyens à ces populations-là de s'organiser pour les combattre? Et c'est comme ça qu'on a organisé les populations à la base, dans la discrétion. Et les terroristes ne pouvaient plus passer de village en village. Parce que si tu sors pour dire que tu veux traverser le village, à ta grande surprise, tu penses qu'il n'y a pas de gens, mais on sort, on vous abat. C'est ça qui a permis à l'Algérie de gagner la guerre. Et c'est pour ça que nous avons dit que cette proposition a l'avantage, premièrement, de ne pas exposer des gens comme étant des VDP. Parce que vous savez très bien aussi ce qui se passe dans les zones à fort défi sécuritaire. Quand on vous présente comme VDP, vous êtes la cible privilégiée des terroristes. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est ce qu'on appelle prime aujourd'hui. Si les populations elles-mêmes veulent se battre, on n'a pas besoin de primes pour elles. On a besoin plutôt de leur donner les moyens. Je vais parler des armes et des munitions pour se battre. C'est tout. Peut-être qu'on aurait déjà laissé tomber une bonne partie de l'argent qu'on veut collecter pour payer les primes. Mais armer toute une population, ça coûte cher. Non, déjà, pas toute une population. J'ai bien dit que les populations se sont organisées à la base. Dans les villages là, même si c'est 10 personnes, 20 personnes qui sont armées discrètement, c'est le village qui sait qui et qui sont chargés de défendre. Mais n'oubliez pas aussi comment ça se passe chez nous. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes partent tirer en l'air, tout le monde court et on prélève les gens qu'on veut tuer comme du gibier, on les exécute. C'est parce que personne n'est armé pour riposter. Sur le terrain, de façon pratique, c'est comme ça que ça se fait. Ils ne viennent pas par centaines, par milliers. Souvent, c'est 2, 3 personnes, 4 personnes qui viennent dans le village, qui tirent en l'air et tout le monde fuit. Et ils font par la suite ce qu'ils veulent.
Et ils font par la suite, ouais, juge Youssa Ouedraogo. Il nous revient en fait que le prélèvement dont parle le président Ibrahim Traoré n'est pas à reverser à l'armée, mais c'est plutôt, ça devait être utilisé plutôt pour payer et habiller, etc., les VDP. Et qu'il faut faire la différence entre cet argent qui devait être exclusivement réservé aux VDP d'avec ce que l'armée a comme budget. Est-ce que vous avez eu cette information? Si, nous avons dit, ils ont dit qu'ils vont créer un comité de gestion. On dirait qu'on ne se comprend pas, mais qu'on se dise la vérité, on a dit quoi? Les VDP sont des supplétifs de l'armée. Supplétifs de l'armée. Supplétifs civils de l'armée. Donc, nous sommes très bien au courant de ça. Et comme je l'ai dit, eux-mêmes, ils sont conscients que les gens ne leur font pas confiance. Voilà pourquoi ils proposent un comité composé de syndicats, de l'ASE, LC et du RENLAC. Pour eux, c'est la seule façon de crédibiliser la gestion de ces fonds-là. Mais j'ai cité des cas de fonds détournés par des militaires qui n'ont pas été inquiétés. Ceux qui vont gérer ce fonds-là, ce sont des militaires. Donc, globalement, on est à la fin pratiquement, c'est intéressant, mais donc finalement, vous n'allez pas donner les 1% au regard de tous les... Nous ne disons même pas que nous n'allons pas donner les 1%. Nous disons qu'il y a de l'argent dans ces pays et qu'on demande effort de guerre quand on n'a pas les moyens. On ne peut pas laisser l'argent poser quelque part et venir demander à ceux qui souffrent le plus de donner l'argent pour l'effort de guerre. 170 milliards dus par des entreprises, par des personnalités. On laisse. On ne les inquiète pas, on ne les interpelle pas. Et on veut que ceux qui souffrent le plus de la guerre civile réactionnaire, ceux qui souffrent de la vie chère, puissent encore prélever dans ce qui ne leur permet même pas de vivre. Je ne parle pas de vivre décemment, de vivre pour donner, pour qu'on puisse combattre le terrorisme. Je crois qu'il y a un patriotisme de trop ici. Il faut savoir aller chercher l'argent là où il se trouve. On a compris, M. Diallo, en 30 secondes. Est-ce que finalement vous avez promis de revenir au chef de l'État, puisque c'était des propositions? Vous lui avez écrit, vous lui avez donné votre position? Nos propositions. Hier, c'est parti. Et nous avons effectivement rappelé qu'il y a des niches qu'il faut explorer. Mais nous avons aussi insisté sur le fait que tant que l'impunité, la corruption régneront en maître dans ce pays, nous ne pourrons pas avancer, nous ne pourrons pas développer notre pays. Et il n'a qu'à commencer par s'attaquer à ces mots-là d'abord. Parce que comme on l'a dit, même c'est eux qui le disent, au sein de l'armée, il y a des tops. Il y a des gens qui vivent de l'économie de guerre. Et il faut mettre fin à cela. C'est donc cela la vision de l'unité d'action syndicale et c'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 5e et dernière de la semaine où il a été notamment question de l'effort de guerre demandé aux fonctionnaires et l'unité d'action syndicale a partagé avec vous sa vision sur la question. Avec nous sur le plateau à la barre des convoqués, c'était Moussa Diallo, secrétaire général de la CGTB et représentant de l'UAS à ce tribunal. Merci M. Diallo d'avoir honoré notre convocation. Merci bien. Et merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Geoffroy Bara, merci. Merci à Youssa Ouedraogo. Et merci également aux équipes techniques de réalisation. Et merci à vous tous, auditeurs et auditrices auditeurs et auditrices de Watt FM et téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV pour votre fidélité et pour votre attention que l'on espère retrouver d'ailleurs de la semaine prochaine, même heure, mêmes antennes pour de nouvelles audiences avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.